Salut, moi c'est Rose. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Poule Sentimentale, le podcast qui parle de nous, les animaux. Aujourd'hui, je reçois Amandine Sanvicens. Amandine est militante pour les droits des animaux depuis de nombreuses années. Elle a fondé l'association PAZ, Paris Animaux Zoopolis, afin de mener des campagnes pour améliorer les conditions de vie des animaux, mais pas n'importe lesquels. Ceux exploités pour nos loisirs, dans les cirques par exemple, mais aussi ceux que l'on côtoie tous les jours dans nos villes et qui sont considérés comme nuisibles et donc pourchassés. Par exemple, les pigeons et les rats, que l'on appelle animaux liminaires. Encore un nouveau mot ? Et oui, on en apprend des choses avec Poule Sentimentale. C'est de ces combats qu'Amandine mène sans relâche, avec ardeur et ténacité, dont nous allons parler. Ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs. C'est parti ! Bonjour Amandine. Bonjour. Alors, bienvenue dans Poule Sentimentale. Amandine, je vous ai connue il y a quelques années lorsque j'ai découvert la pâtisserie végétale Vegan Follies, la première pâtisserie végétale à Paris, il me semble. En quelle année c'était à quelle année vous avez ouvert ce lieu ? Alors j'ai créé Vegan Follies en 2011. C'était la première pâtisserie végane en France. Oui, c'est ça. Ah oui, en France, ouais. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes venu à ouvrir cette pâtisserie, par exemple, et puis peut-être que vous étiez déjà dans la lutte à ce moment-là, dans le Oui, j'étais déjà engagée et j'étais déjà végane, et donc c'était à la fin de mes études où je souhaitais travailler dans une entreprise qui correspondait à mes valeurs. Et où c'est assez compliqué. Et donc, j'ai choisi donc d'ouvrir une pâtisserie végane parce que donc, à l'époque, il n'y avait pas de pâtisserie végane. Donc, c'était vraiment un manque. Et donc, voilà, donc, je me suis lancée un peu dans cette aventure-là sans de formation, en fait, technique, d'un point de vue pâtisserie, etc. Et puis, voilà, et puis d'année en année, on s'est amélioré. Voilà, et puis, l'aventure a duré 10 ans quand même. Et puis après, j'ai souhaité arrêter le commerce pour me consacrer donc, à mon association Paris Animaux Zoopolis. Pleinement. Donc là, voilà. C'est à 100% maintenant. Voilà, tout à fait. Paris Animaux Zoopolis, qui est donc l'association qui a été fondée... Alors que j'ai cofondé avec Philippe Régnier, qui est professeur de droit au CNAM, et qu'on a créé officiellement en 2017. Et avant, on était sous forme de collectif qui s'appelait collectif Paris sans captivité animale en 2015. Et donc, au fil des années, en fait, l'association est devenue nationale, pas que sur Paris. Et puis aussi, on a élargi les thématiques de nos campagnes, puisqu'avant, historiquement, on était centré sur la question des cirques avec animaux sauvages. C'est ça, oui. Donc maintenant, vous êtes un peu sur tous les fronts. Effectivement, on vous voit sur plein de sujets différents, Paris Animaux Zoopolis. Et justement, un de ces sujets qui va nous intéresser aujourd'hui en partie, c'est un des objectifs de Paris Animaux Zoopolis, c'est d'encourager une cohabitation pacifique entre les humains et les animaux liminaires. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça veut dire animaux liminaires, parce que c'est un terme assez nouveau, il me semble. Oui, alors c'est un terme qui n'est pas encore dans le dictionnaire et on se bat pour qu'il y entre. Donc animaux liminaires, c'est tous les animaux qui vivent en liberté dans l'espace urbain, donc en ville, et qui ne sont ni domestiques ni sauvages. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sous la propriété d'humains et que ils sont, on remarque qu'ils sont très souvent méprisés, voire tués. Donc très concrètement, il s'agit des pigeons, des rats, des lapins, des corneilles, enfin tous ces animaux qu'on voit très souvent, en fait, qui sont omniprésents en ville, mais que pourtant on oublie et qui sont invisibilisés et qui souffrent profondément de par nos activités et directement par les méthodes que les mairies utilisent, et que jusqu'à présent, en fait, il n'y avait pas d'association qui travaillait activement sur cette thématique-là. Donc on a souhaité parler de ces animaux qui sont bien souvent oubliés. Et comment vous en êtes venu à justement vous intéresser à ces animaux-là en particulier, justement, comme ils sont oubliés d'habitude ? En fait, ça a été une prise de conscience avec l'ouvrage donc, Zoopolis de Sune Alson et Will Kliminka, qui est un ouvrage très important qui jette les bases de ce que pourrait être une société multi-espèces équitable, donc post-abattoir. Et c'est cet ouvrage qui, en fait, a cassé la binarité animaux domestiques, animaux sauvages. Donc animaux domestiques qui appartiennent à des humains, notamment les animaux d'élevage, et animaux sauvages qui sont donc en liberté dans leur territoire, forêt, océan, etc. Et là, on a une troisième catégorie qui vient un peu bousculer cette vision binaire, qui est donc les animaux liminaires.
Et en fait, ça nous paraît très important d'utiliser ce terme et d'en parler parce que tant qu'on ne met pas un mot dessus, en fait, on n'en parle pas. Et on aimerait vraiment qu'ils aient un statut juridique parce qu'aujourd'hui, juridiquement, ils ne sont pas du tout protégés et ils souffrent beaucoup. Et puis, à la fois, on les tue carrément, notamment par les institutions. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité vraiment s'emparer de ce sujet alors qu'il y a un sujet nouveau. Donc, à la fois, c'est compliqué parce qu'on doit défricher, que aussi, la complexité, c'est qu'il y a énormément d'espèces différentes. Donc évidemment, à chaque espèce, des solutions un peu différentes. Donc là, on a vraiment étudié de très près la question des pigeons et des rats en particulier, qui sont un peu les animaux les plus nombreux, on va dire, en ville et qui souffrent aussi le plus. C'est ceux qui sont le plus détestés, le plus mal vus, vus comme porteurs de maladies, etc. Donc effectivement... Ils sont, C'est ça. En fait, il y a beaucoup d'idées reçues et de préjugés sur la question des animaux liminaires. C'est-à-dire que la bataille, elle est à la fois culturelle et politique parce que, à la fois, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient plus tués, qu'ils souffrent pas, qu'il y ait des méthodes contraceptives, etc. Mais à la fois, on se rend compte que ça ne pourra pas arriver si culturellement, on n'ouvre pas des débats, sur toutes ces questions-là. Donc, ils transmettent des maladies, ils sont nuisibles, etc. Et tout ça, en fait, on se rend compte que dès lors qu'on en parle, dès lors qu'on étudie les questions, qu'on en parle calmement, quand on fait des actions de sensibilisation, on se rend compte que les gens sont ouverts en fait. Et que certes, il y a des animaux qui peuvent nous déranger pour plein de raisons différentes, mais finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui souhaite qu'ils souffrent. Donc nous, le défi, il est là-dessus, c'est-à-dire d'expliquer au plus grand nombre possible, de dire « Ok, ils peuvent nous déranger, mais est-ce que c'est une raison de leur faire subir ça ? Et comment on pourrait faire autrement ?» Et cette question de comment on peut faire autrement, on se rend compte que de la poser, ça dérange. Parce qu'on est dans un carcan, dans une habitude où, aujourd'hui, c'est dès qu'il y a un animal qui nous dérange, on le tue. En gros, c'est ça, avec l'argent public, etc. Et donc, nous, on veut vraiment bousculer cette habitude, ce carcan, et de dire aux élus, vous devez trouver d'autres solutions, réfléchir, au moins réfléchissez, parce que il y a des animaux sur lesquels c'est assez facile, c'est-à-dire que les pigeons, aujourd'hui en France, je rappelle qu'ils sont massivement capturés et gazés par certaines villes, mais à la fois on a des méthodes qui existent clairement, comme les pigeonnets contraceptifs pour limiter le nombre de naissances, comme le maïs contraceptif qui est très utilisé à Barcelone, etc. Donc là, il y a des méthodes clés en main. Sur d'autres animaux, comme par exemple les rats, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes, mais qui ne sont pas forcément disponibles en France, comme le contraceptif Contrapeste qui existe aux États-Unis. Et donc là, notre rôle, il est de dire, c'est vrai que là, tout de suite maintenant, il n'y a pas forcément de méthode clé en main, disponible, mais est-ce qu'on peut au moins aller dans cette direction et dire que c'est le but à atteindre et commencer à y travailler maintenant? Et alors, cette méthode qui est utilisée aux États-Unis, c'est quoi exactement? Alors, donc, c'est un contraceptif par voie orale, donc c'est un produit qui s'appelle le Contrapeste, qui est donc une solution liquide, qui est donc disponible dans plusieurs États américains, donc en fait qui se retrouve dans le même mécanisme que l'empoisonnement aujourd'hui, c'est-à-dire dans des boîtes noires qui sont dans l'espace urbain. Donc les rats le mangent, puisque c'est appétant, et donc de manière régulière, et ça contrôle la fertilité. Tout simplement. Donc c'est l'équivalent de la pilule pour les humaines, et donc on demande qu'il y ait ce type de produit qui soit disponible en France. Et donc les États qui l'utilisent ont vérifié que ça fonctionnait effectivement plutôt bien, sans que ça leur fasse de mal non plus. Voilà, exactement. Oui, c'est ça. Après, la difficulté, mais qu'on a aussi sur la question de l'empoisonnement, c'est que forcément, les rats ça entre en concurrence, si je puis dire, avec la nourriture disponible. Donc la question, c'est comment faire pour que les rats mangent surtout le contraceptif, pas forcéément le reste. Donc après, il y a évidemment, c'est pour ça que nous, on propose une solution globale et que la gestion des déchets est un axe aussi central sur la question des rats. Et alors, je pense à quelque chose, c'est-à-dire que, par exemple, un rat qui est empoisonné, qui meurt à cause d'un poison, par exemple, une corneille va le voir mort, elle va venir le manger et elle va s'empoisonner aussi. Oui, tout à fait. En fait, il y a des effets collatéraux et que évidemment nous on dénonce. Déjà, il peut arriver que par le vent, par plein de phénomènes, les boîtes noires s'ouvrent et donc la passe soit mangée par d'autres animaux. Donc il y a régulièrement des chats, des chiens qui sont envoyés chez les vétérinaires pour être soignés si c'est assez rapide là-dessus, mais aussi des oiseaux comme les moineaux, etc. Et puis évidemment tous les animaux qui vont, les prédateurs des rats, quand ils les mangent, s'ils les mangent assez rapidement, ils sont aussi empoisonnés. Et puis ensuite il y a l'urine
une fois que les rats ont mangé le poison, qui va se retrouver tôt ou tard dans la Seine, enfin dans les fleuves en fait. Et là aussi, il y a une étude, donc un documentaire d'Arte que je recommande beaucoup, qui s'appelle Les rats, tout un monde, qui démontre qu'on a un impact très fort sur les poissons des fleuves des grandes villes, liés aux anticoagulants. Donc il y a aussi des effets sur l'environnement global. Ouais. Et oui, bien sûr. Oui, donc évidemment, le poison, c'est jamais... c'est tout simple, quoi. Enfin... C'est ça, ouais. Puis nous, on dit que tuer n'est pas la solution, que là, en plus, on est à la 3e génération d'anticoagulants. Donc, ça veut dire que les rats deviennent de plus en plus résistants et qu'on est sur une course comme ça à l'empoisonnement qui ne fonctionne pas. Et donc, là, il y a une grande étude pilotée par le Muséum d'histoire naturelle sur les rats à Paris. Pour avoir discuté avec les chercheurs, eux, ils disent carrément que c'est contre-productif, quoi. Donc, c'est pour ça que nous, on veut vraiment poser la question aussi de l'efficacité, parce qu'on a de l'argent public qui est utilisé pour faire souffrir et tuer les animaux et que ce n'est même pas efficace. Oui. Donc, c'est pour ça que nous, on demande des méthodes éthiques et efficaces. Et on a été reçus par le cabinet de la ministre à la recherche pour demander justement des financements pour trouver des produits efficaces pour les rats. Voilà, donc on a rappelé que quand même, on est capable d'envoyer des humains sur la Lune. On va quand même arriver à trouver un moyen contraceptif pour les rats. Voilà. C'est sûr. C'est vrai qu'on a des méthodes vraiment... ancestrales, enfin pas ancestrales, mais vraiment... de notre âge. La question, c'est oui. Est-ce qu'il y a une volonté politique ? Aujourd'hui, c'est clairement non, quoi. Bien sûr, oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est important de sensibiliser et de dire que quand vous faites des actions, finalement, les gens qui ne sont pas les personnes politiques que vous rencontrez, ils ne sont pas du tout opposés à ce qu'il y ait d'autres méthodes. Tout à fait. Non, tout à fait. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est essayer de comprendre. Souvent, ils ne savent pas comment les rats sont tués. Donc ça, c'est important de l'expliquer, que c'est des hémorragies internes sur plusieurs jours avant de mourir, etc. Et expliquer qu'il y a des solutions. Et pour les pigeons, c'est pareil. Personne ne savait jusqu'à ce que vous sortiez ces enquêtes qu'ils étaient abattus aussi horrible. Enfin, ils souffrent énormément. Enfin, c'est une agonie. Complètement. Ouais, c'est des cages qui les capturent. Alors en théorie, c'est relevé pour être gazé, ce qui est une méthode cruelle. Oui. Mais souvent, c'est pas relevé. Donc ils agonisent dans les cages et ils meurent. Et donc c'est pour ça que c'est très important pour nous, évidemment, d'avoir des images, même si c'est très difficile, hein, ces images qui sont très rares, puisque c'est dans des lieux par définition qui ne sont pas visibles, sur les toits. Ouais. Donc là, on a réussi à en avoir des images à Asnières-sur-Seine, qui a de suite suspendu son contrat. On a déposé une plainte d'ailleurs pour maltraitance animale, mais on va multiplier comme ça la documentation de ces pratiques cruelles, parce que c'est vraiment important que les gens se rendent compte de ce qu'on fait subir aux animaux, avec l'argent public en plus. Nous, on cible vraiment les méthodes utilisées par les mairies, parce qu'on considère que c'est quand même la priorité. Alors, ce sont des méthodes qui sont utilisées par les entreprises, mais on cible en priorité parce qu'on estime que c'est l'argent public, qu'on peut avoir aussi un poids sur les mairies stratégiquement, puisque elles s'intéressent quand même à leur image. La condition animale, pour certaines mairies, est censée être un sujet où il faut quand même montrer qu'on fait quelque chose, etc. Donc on peut arriver à des avancées assez rapides. Oui, et puis ça peut être un exemple. Si publiquement, si les pouvoirs publics font ce qu'il faut, a priori, si ça marche vraiment, il n'y a plus trop de raisons que les privés utilisent les méthodes létales, enfin en tout cas très cruelles, quoi. Alors, on a parlé de la Seine, des poissons, etc. Je voudrais juste qu'on dise 2 mots sur 2 mots, peut-être plus, sur la pêche, sur les poissons. Il me semble que c'est quand même des animaux qui vous touchent beaucoup, vous personnellement, puis chez Paz aussi. Vous êtes très engagé par rapport à la pêche, notamment à Paris. Alors, il se trouve qu'on a enregistré déjà un épisode de Poule Sentimentale avec Ludovic Sueur, qui est photographe et qui a fait beaucoup de photos de pêche, notamment pour Paz. Donc, il nous a déjà un peu expliquer les méthodes de pêche qui étaient utilisées pour le loisir. Alors, on peut les rappeler brièvement et peut-être ce qui serait intéressant, ce serait que vous nous disiez déjà pourquoi est-ce que ça vous touche particulièrement ? Qu'est-ce qui est possible de faire pour éviter ces cruautés aussi, quoi ? Alors oui, en fait, au sein de notre association, on s'intéresse il y a un axe qui est sur les animaux liminaires qu'on a évoqué, et l'autre axe qui s'appelle les animaux ne sont pas des jouets, qui concerne toutes les pratiques de loisirs, de divertissement où on utilise des animaux, où on les fait souffrir. Et donc là, évidemment, il y a une campagne sur la question de la pêche de loisirs. Donc déjà rappeler que aujourd'hui, en fait, il y a un consensus scientifique sur le fait qu'ils souffrent et que pourtant, on dit souvent que c'est les grands oubliés de la cause animale. Donc
donc finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'associations qui mènent des campagnes actives sur la question des poissons. On a voulu vraiment s'intéresser à ce sujet, surtout quand on parle d'une pratique de loisir, quoi. C'est-à-dire que là, on est sur du loisir, de l'amusement, pour faire souffrir des poissons, voire les tuer. Je rappelle que la pêche, c'est un très très gros lobby en France, même si on en parle moins que la Fédération nationale de chasse, mais en termes d'adhérents, c'est la première ou la deuxième fédération après le foot, si j'ai bonne mémoire. Donc c'est très très pratiqué. Ils sont très très bien organisés et ils sont très proches donc du gouvernement. Et donc nous, on a souhaité donc faire des propositions pour ce qu'on appelle réformer la pêche de loisirs au regard de la souffrance animale. Et donc on a plusieurs propositions. Donc il y a donc ce que vous avez évoqué, c'est sur le fait d'interdire la pêche dès lors qu'on n'a pas le droit de consommer les poissons. Donc ça, c'est le cas à Paris. Donc pour des raisons sanitaires, en fait, on n'a pas le droit de manger les poissons parce qu'il y a du PCB, etc. Mais c'est pourtant, quoi du PCB? C'est des métaux lourds, etc. qu'il y a dans l'eau et donc dans les poissons. D'accord. Et du coup, ça provoquerait des problèmes de santé si on les mangeait. Et donc du coup, il y a un arrêté préfectoral à Paris qui interdit de manger les poissons, mais on a le droit de les pêcher. Donc ça nous apparaît totalement absurde d'un point de vue. En tout cas, ça reflète vraiment l'état de la société française sur les poissons, en fait. C'est qu'on les considère vraiment comme des jouets, puisqu'en fait, on peut les blesser, on peut les tuer, mais on ne doit pas les manger. Voilà. Et donc ça, c'est à Paris, mais ça concerne d'autres endroits en France. Donc nous, on demande l'interdiction de pêcher dès lors qu'on n'a pas le droit de les manger. Voilà. Alors, je voudrais quand même juste rappeler ce qu'est la pêche de loisir précisément, les étapes, parce qu'on a tendance à l'oublier. Donc, la première étape, déjà, c'est un piégeage. C'est-à-dire qu'on piège un animal, puisque l'hameçon n'est pas mis à l'eau tout seul. Il y a toujours un appât. Bien sûr. Donc, il y a différents appâts, mais j'en parlerai plus tard. Donc là, il est piégé. Donc, ensuite, évidemment, il est blessé, puisque l'hameçon lui perce donc, la bouche. Ensuite, il est extrait brutalement de son milieu. Donc, c'est un stress qui est vraiment particulièrement intense. Et puis, donc, il ne peut plus respirer, puisqu'il respire dans l'eau. Donc, il y a une situation d'asphyxie. Ensuite, donc, ils sont manipulés par les pêcheurs. Donc, ça, c'est pas neutre, parce que les poissons ont un mucus protecteur, donc c'est une sorte d'enveloppe un peu gélifiée qui est en fait une barrière qui permet donc d'avoir un système immunitaire et donc de se défendre, si je puis dire, des maladies, etc. Selon comment il est manipulé, combien de temps, etc., ça aussi, ça a un impact. Et donc ensuite, il peut être manipulé pour prendre des photos, etc. Et donc là, certains le relâchent à l'eau ou d'autres vont le tuer. D'accord. Sans le manger toujours. Voilà. Dans les cas qu'on a évoqués, sans les manger, exactement. Donc, voilà, donc toutes ces étapes-là, en fait, évidemment, c'est de la souffrance animale. Si jamais ils sont relâchés, selon comment ils sont manipulés, etc., en fait, ils n'ont pas de chance de survie. Voilà, donc ça, c'est la première proposition. Ensuite, évidemment, on demande l'interdiction de la pêche au vif, qui est une technique de pêche parmi d'autres, mais qui est pour nous la plus cruelle, et donc qui a été documentée notamment par Ludovic Sieur. Et donc, en fait, c'est le fait d'utiliser un poisson vivant comme appât. Donc, on plante l'hameçon dans le dos ou la bouche d'un poisson qui est vivant. Donc, il va mourir, lui, c'est obligé. Voilà, lui, il va mourir. Alors, il va mourir soit d'épuisement, parce qu'il a quand même un hameçon planté, soit mangé par un carnassier type brochet, silure, etc. Et donc, voilà. Et donc, en amont de ces poissons appelés vifs, il y a soit de l'élevage, et ils sont vendus, par exemple, à Decathlon. Donc là, on mène une grosse campagne pour que Decathlon arrête de vendre les poissons vifs. Ou alors, ils sont pêchés, puis ensuite, gardés, par exemple, dans des petits seaux à vif, et puis réutilisés, etc. Donc c'est vraiment une pêche qui est cruelle, qui est interdite dans plusieurs pays, notamment en Suisse, en Allemagne, etc. Et qu'on souhaite voir interdire en France. Donc c'est une de nos campagnes qui est très active, où on a eu plusieurs parlementaires qui sont mobilisés, etc., etc. Il y a des villes aussi qui ont pris position, dont Saint-Étienne, Paris, la métropole de Grenoble, etc. Voilà. Et les pêcheurs, vous avez des contacts avec les pêcheurs d'une façon ou d'une autre? Comment ils réagissent à ça? Est-ce qu'ils arrivent à se justifier? Est-ce qu'ils sont gênés? Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Alors les pêcheurs, il y a plusieurs types. Bon, on a pas mal d'échanges avec les pêcheurs via les réseaux sociaux qui viennent à nous parce qu'ils voient les campagnes. Donc certains essayent de nous convaincre que ce qu'on fait ne va pas. D'autres sont plutôt d'accord avec l'interdiction de la pêche au vif. D'accord. Il faut savoir qu'on a fait une étude d'IFOP et qu'il y a 41% des pêcheurs qui sont d'accord pour l'interdiction de la pêche au vif, ce qui est quand même beaucoup, puisqu'on parle d'une interdiction donc, dans le milieu concerné. Et ensuite, pour l'anecdote, donc, on avait été reçu au lancement de la campagne par le ministère de l'écologie il y a quelques années. Le ministère nous a
demandé, encouragé d'aller voir la FNPF, donc la Fédération de pêche en France, ce qui est assez cocasse, puisqu'on a demandé au ministère de prendre des lois et on nous demande d'aller voir le camp d'en face. Bon, donc on a eu une réunion avec la Fédération de pêche, le directeur général, donc on a pu échanger calmement. C'est par rapport à d'autres secteurs comme les cirques, on peut dialoguer. Après, évidemment, il y a des désaccords profonds et eux, à ce jour, ils ne veulent rien changer et ne pas accéder à aucune de nos demandes, que ce soit le permis de pêche, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de permis, c'est une carte de pêche. Donc ça veut dire que n'importe qui peut pêcher en payant une cotisation. Il n'y a pas de formation. C'est juste payer pour adhérer à quelque voilà, chose. Exactement. En fait. Alors qu'en Suisse, en Allemagne, il y a une formation. D'accord. Donc ça, ils ne veulent pas. La pêche au vif, ils ne veulent pas, etc., etc. Mais en Suisse et en Allemagne, c'est une formation qui prend en compte les besoins des poissons, la souffrance, la douleur. C'est ça, oui. Okay. Alors, c'est une formation qui, donc à la fois, il y a une partie théorique et aussi des fois pratique. Et donc, c'est une formation qui va notamment expliquer comment mettre à mort un poisson le plus rapidement possible. Alors que je rappelle qu'en France, en fait, tout le monde fait tout et n'importe quoi. Nous, quand on a demandé à la FNPF, donc la Fédération de pêche, selon vous, comment il faut mettre à mort un poisson, on nous a quand même dit avec un caillou, alors que c'est le truc le moins fiable. Avec un caillou. Voilà, c'est ça. Et donc, donc en fait, aujourd'hui, chaque pêcheur a sa technique, si je puis dire. Et c'est là le problème, parce qu'en fait, ce n'est pas sérieux, quoi. C'est-à-dire que globalement, ils agonisent, en fait, les poissons. Oui, globalement, ils s'asphyxient. Ouais. Ils s'asphyxient, c'est ça. Ouais. Oui, tout à fait. Et il faut rappeler peut-être que les poissons, alors bon, ils sont sensibles, c'est sûr, mais ils sont même peut-être extra sensibles, j'ai envie de dire non. Enfin, d'après ce que j'avais lu, je ne sais pas si vous avez plus d'infos que moi, mais en tout cas, justement, cette couche protectrice dont vous parliez, tout ça, il me semble que c'est une hypersensibilité pour eux. Ils ont vraiment énormément de points nerveux sur tout le corps. Et évidemment, bon, l'asphyxie, on peut imaginer à peu près ce que ça peut donner. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a un consensus scientifique. Et pourtant, on a encore la Fédération de pêche là, qui a dit récemment dans une interview qu'elle n'avait aucune certitude qui souffrait et que tant qu'il n'y avait pas de certitude, voilà. Donc évidemment, c'est quelque chose qui les arrange. Donc, ça, bien sûr. Voilà. Bien sûr, ils n'arrivent pas à rebondir là-dessus. C'est ça. Alors, bon, on parle de loisirs. Évidemment, les loisirs, ça inclut beaucoup d'animaux. Notamment, alors vous faites des campagnes concernant les balades à poney, des campagnes... par exemple, vous avez réussi à faire interdire le marché aux oiseaux à Paris. Alors, ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Les cirques avec animaux sauvages à Paris. Ça, et en France. Et en France ? Et en France, dans la loi. D'accord. C'est-à-dire que dans la loi, il y a une loi qui a été adoptée donc en 2021 qui interdit donc les animaux sauvages dans les cirques sous 7 ans, donc ce sera en 2028, que ce sera effectif. D'accord. Mais ça a été quand même une grosse bataille. Et en effet, on avait fait le pari stratégique que si la capitale de la France prenait position, ça ferait boule de neige. Et donc, Paris a pris position en 2019. Et donc, on a eu la loi en 2021. Alors après, maintenant, ça va être, je dirais, une autre bataille pour la faire appliquer, évidemment. C'est ça. Mais en tous les cas, c'est quand même historique et on a franchi un cap. Et ce cap-là, en fait, de la loi, ce qui est intéressant, c'est qu'il est aussi culturel. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu cette loi, avec des débats à l'Assemblée, au Sénat, qu'on en a parlé, qu'il y a eu la ministre Pompili qui a fait des discours en disant qu'on entrait dans une nouvelle ère avec les animaux sauvages, etc., on voit que ça a eu un impact. C'est-à-dire que maintenant, quand on discute avec les gens dans la rue, la majorité va nous dire « mais la place d'un tigre, c'est pas dans une cage, dans un cirque, sous un chapiteau ». Donc on voit qu'il y a eu un point de bascule. Alors après, évidemment, on le sait, il y a encore des cirques qui sont irréductibles et qui vont tout faire pour ne pas l'appliquer, etc., etc., et on y veillera. Mais en tous les cas, là, on a passé un point de non-retour qui est une avancée quand même historique. C'est une super nouvelle, effectivement. Alors bon, par contre, c'est que les animaux sauvages. Tout à fait. Qu'est-ce qui justifie ça ? Il y a une justification ou pas ? Bon, déjà, cette loi, en fait, elle a fait suite à des travaux ministériels auxquels on a participé donc, en 2019 du ministère de l'Écologie qui a choisi donc... alors déjà, le ministère de l'Écologie a la compétence des animaux sauvages et les travaux portaient sur les animaux sauvages. Donc, je rappelle qu'il y avait 4 groupes, les zoos, les delphinariums, les cirques et les élevages de visons. Donc, je souligne que le groupe zoo est le seul groupe qui n'a donné lieu à aucune loi. Oui, on voit le poids des lobbies des zoos en France. Voilà, donc le champ d'application était que les animaux sauvages. Après, pourquoi, comment le justifier ? Bon, on pourrait tenter de dire qu'il y a eu notamment la position de la FVE, la Fédération des vétérinaires européens, qui a joué un rôle majeur, qui en 2015 a dit qu'il était impossible de répondre aux besoins physiologiques, mentaux et sociaux des animaux sauvages dans les cirques itinérants.
Donc évidemment, elle n'a pas inclus les animaux domestiques, ça nous aurait aidé. Oui. Donc voilà. Et puis ensuite, les animaux domestiques, on pourrait dire que l'impact serait quand même énorme parce que ça toucherait notamment les chevaux. Oui. Où il y a beaucoup d'utilisation dans les loisirs. Mais je redis que le périmètre de la loi concerne les spectacles itinérants. D'accord. Nous, évidemment, on estime que d'enlever les animaux domestiques, c'est pas non plus une marche trop grande, mais c'est sûr que les spectacles équestres, voilà, aujourd'hui, clairement, le gouvernement n'y est pas prêt. Mais en tous les cas, nous, on continue à dire que les animaux domestiques, comme les animaux sauvages, ont besoin d'un environnement stable, d'un pré, etc., et pas d'un parking, voilà. Et donc, juste pour clarifier, quand on parle d'animaux domestiques dans les cirques, donc qui pourront malheureusement continuer à être exploités, on parle de tous les camélidés, donc chameaux, dromadaires, lamas. On parle de tous les animaux de ferme, donc il y en a un peu des oies, des chèvres, etc. De tous les équidés, donc poneys, ânes, chevaux. Et puis, moindre, mais il y a aussi les chats et les chiens. Les chats et les chiens, oui, c'est... Mine de rien, ils sont là quand même tout à fait. Dans les cirques, effectivement. Alors, comment vous faites pour arriver à faire passer toutes ces idées, je veux dire, au niveau politique, public? Comment vous vous adressez aux élus, quoi? J'imagine qu'il y a des voix officielles, peut-être des voix officieuses. Est-ce que vous osez des choses plus que d'autres? Je ne sais pas. Alors, nous, notre stratégie, elle est clairement, résolument politique. C'est-à-dire que nous, on s'adresse d'abord et avant tout aux élus. Et on a un objectif, on se fixe un objectif qui est très concret et qui est pour nous atteignable. Par exemple, l'interdiction de la pêche au vif, etc. Et donc, on se dit comment faire pour arriver à cet objectif-là. Évidemment, ensuite, on tente tout ce qu'on peut tenter dans une société démocratique. Et donc, l'idée pour nous, c'est clairement aussi d'engager une bataille médiatique, puisqu'on le voit que les élus nous répondent, nous reçoivent, dès lors que derrière on fait couler de l'encre, etc. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on organise des manifestations, des happenings, c'est vraiment dans l'objectif de faire réagir. Et ce qui est très utile pour nous, c'est on organise une manif et les journalistes vont ensuite aller poser la question aux élus, alors qu'à nous, ils ne nous répondaient pas, par exemple. C'est ça. Mais ensuite, pour les élus, nous, on sollicite énormément de rendez-vous. Donc on envoie des mails, en fait, que ce soit des maires, à des députés, sénateurs, sénatrices, ministres, voilà. On est toujours en train de demander des rendez-vous. Et ça, pour nous, d'ailleurs, je le souligne, c'est la première étape. C'est-à-dire qu'on ne va pas lancer de pétition, on ne va pas faire de manif tant qu'on n'a pas demandé un rendez-vous. Nous, on demande toujours des rendez-vous, on relance. Et ensuite, on en a ou on n'en a pas. Et d'abord, on fait des propositions pour savoir, parce que des fois, on arrive à avoir des avancées sans forcément mener une bataille. Voilà. Pour nous, c'est ça l'idéal. On ne va pas faire des manifs pour faire des manifs. Enfin, c'est un outil parmi d'autres. Mais d'abord et avant tout, on va faire des propositions. Et on va essayer de convaincre, etc. Puis après, on va essayer de tout mettre en place pour créer un rapport de force. Enfin, sur la question, par exemple, des cirques avec animaux à Paris, on a mené quand même la bataille pendant 4 ans. Où Anne Hidalgo avait dit, on l'a filmé, que les cirques existaient qu'avec des animaux, qu'autrement c'était pas des cirques. Voilà. Donc aujourd'hui, on a eu un changement complet quand elle en parle. On dirait que Paris a été avant-gardiste. Bon. Mais en fait, on s'est quand même battu 4 ans et il y a d'autres villes qui avaient pris position. Et aussi, on a eu un événement tragique qui a été déclencheur, c'est la tigresse Mévi qui s'était évadée du cirque Borman en 2019 dans le 15e arrondissement de Paris et qui a été donc tuée par balle par son dresseur et qui a vraiment créé un électrochoc. Enfin, en tout cas, il y a eu beaucoup d'articles de presse, de journaux là-dessus. Et donc, ça a quand même poussé beaucoup en parallèle avec notre campagne. Donc, c'est ça qui a précipité aussi l'annonce de Paris. Mais donc, après, à un moment donné, on est forcément, quand on a fait des propositions et qu'en face, on a un non, on mène un rapport de force, quoi. Donc là, c'est tout ce qu'on peut faire, on le fait, quoi. Donc, ça peut être des pétitions, ça peut être des enquêtes quand on peut en avoir, des photos, ça peut être des plaintes en justice, ça peut être des études d'opinion, IFOP, on l'avait fait sur la question notamment de la pêche. Voilà, on va voir aussi l'opposition. Nous, on s'adresse à tous les élus. Donc, évidemment, on essaie d'aller le chemin le plus court, donc qui est l'exécutif, ceux qui prennent les décisions. Mais quand on a des noms, on va voir l'opposition en face. Pour, par exemple, au Conseil de Paris, on a clairement mis la condition animale à l'ordre du jour et à
quasiment tous les conseils de Paris, il y a un sujet sur la condition animale maintenant. Et donc, c'est des élus qui déposent des vœux et nous, on va voir tout le monde, quoi. C'est-à-dire que des fois, les Verts nous disent non, on va voir la droite, des fois, la droite nous dit non, on va voir la gauche. Enfin, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on on remue, si je puis dire. En fait, nous, on veut bousculer. Voilà, on veut bousculer puisqu'en face, on est face à un mur sur des sujets. Et donc, on essaye de bousculer jusqu'à qu'on arrive à convaincre. Oui, c'est ça la stratégie, effectivement. Pourquoi est-ce qu'elle avait été tuée, cette tigresse Alors, elle a été tuée, elle s'est évadée. Oui. Elle s'est évadée, en fait. Donc, nous, on pense qu'il y a eu une intention du dresseur qui n'a pas bien fermé la cage. Hein. Ah. Donc, elle s'est évadée. Elle s'est retrouvée donc, sur le pont de Gargiano. Donc, c'est le tram, là, vers la voie de tram. Donc, sur la route, enfin, dans la rue, quoi. Hein. Il y a des gens qui l'ont croisée, voilà. Oui. C'est ça. Et donc il a tué. Mais il ne pouvait pas la reprendre. Enfin, non, ça la a été reprendre, fait. Non, mais on s'est beaucoup interrogé sur... je pense que c'est une procédure, hein, mais on s'est beaucoup interrogé sur pourquoi ne pas l'anesthésier. C'est ça, tout simplement, parce que ça existe. Enfin, je veux dire, c'est faisable. Ils le font en fait souvent avec les animaux sauvages. Tout à fait. Avec des anesthésiants, avec une sorte de fusil. C'est ça, exactement. Non, ça n'a pas été fait. C'est vraiment terrible, quoi. Enfin, c'est vraiment là qu'on voit que c'est des objets et des simples... Oui, et ça montre... nous, ça a été aussi... chaque année, on célèbre un peu cet épisode parce qu'en fait, c'est un acte de résistance qui a été extrêmement visible. Donc, plus que dans les spectacles, mais partout les animaux sont exploités, ils résistent comme ils le peuvent. Alors là, évidemment, c'est une évasion, c'est ce qui est le plus visible. Et en plus, c'est un fauve, hein, donc c'est très visible. Oui. Mais il y a des petits animaux qui résistent aussi et on ne le voit pas. Et c'est important parce qu'en fait, ça permet pour certaines personnes de comprendre que les animaux, s'il y a des cages qui existent, c'est parce qu'ils ne veulent pas y être. Et c'est pour les priver de liberté. Donc là, ça a été très fort. Et ce cirque, il a complètement arrêté les animaux sauvages. Bon, il continue les animaux domestiques. Ouais. Et puis encore une fois, la ville de Paris avait un calendrier pour faire des annonces. Et je me souviens très bien qu'au Conseil de Paris, l'adjointe a dit, on va le faire maintenant. Voilà. D'accord. Mais la mairie de Paris a été très fair-play puisque... Elle a dit qu'ils avaient été convaincus par notre association. Bon, en fait, on les a un peu poussés. Mais voilà, mais donc... Voilà, donc ça c'était notre première victoire quand même. Bien sûr. Oui, bien sûr. Du coup, toutes ces actions-là que vous menez, ces victoires partielles... mais qui sont très encourageantes. Ça a fait forcément, cette tigresse notamment, mais d'autres toutes ces avancées, ça fait changer quand même d'état d'esprit le public, j'imagine, pas seulement les pouvoirs publics qui agissent. J'imagine que c'est visible maintenant. Oui, je pense qu'on assiste vraiment à une prise de conscience en France, de la société française, sur la condition animale. Mais bon, c'est dû au travail d'énormément d'associations, notamment le 114, etc. Et en fait, je pense qu'il y a une imbrication entre les décisions politiques, la prise de conscience, et que ce sont les élus font partie de la société. Donc, en fait, ils sont touchés, que ce soit par leurs enfants, que ce soit par les vidéos qu'ils voient, etc. Et en effet, nous, franchement, quand on fait des actions dans la rue, on se rend compte qu'on n'a pas de franche opposition. C'est ça, il n'y a jamais personne qui vient vous dire, vous faites n'importe quoi. Alors, il y en a toujours deux ou trois, mais je veux dire, c'est quand même extrêmement minoritaire. Il y en a toujours deux ou trois qui sont énervés, qui considèrent... Là, on a fait une action il n'y a pas longtemps, on nous a dit que les animaux étaient à notre service, que c'est eux qui les avaient créés pour que... Voilà, bon, mais on a souvent des trucs comme ça un peu déconnectés. Mais je veux dire, l'écrasante majorité, c'est... Nous, on ne veut pas que les animaux souffrent. C'est triste. Est-ce que si on peut faire autrement, c'est mieux, quoi, voilà. Et aussi, il y a des pratiques qui sont très méconnues et que quand on explique vraiment... Donc, par exemple, si je prends l'exemple des balades à poney, où jusqu'à il y a 1 an, ça ne posait pas trop de problèmes. Là, quand on explique l'arnachement, donc c'est des choses techniques, mais comment ils sont harnachés, donc avec un mors, donc la barre de fer dans la bouche, avec ce qu'on appelle une longe en colbert, donc qui les tire autour de la tête, qui les compresse, que quand ils sont trop âgés, ils sont envoyés à l'abattoir, etc. Dès qu'on explique ça, en fait, les gens comprennent ce qu'il y a derrière. Et puis, il y a des gens qui, spontanément, sans ces aspects un peu techniques, qui vont nous dire « Mais moi, chaque fois que je les vois, je les trouve malheureux. Oui. » Ils ne courent pas, ils sautent pas, ils sont un peu, morts dans les yeux, si je puis dire, psychologiquement. Donc, on voit ça. Mais en tout cas, moi, je fais le pari que sur toutes les pratiques liées à la condition animale, dès lors qu'on en parle,
En fait, on ne peut que y arriver. La question, c'est combien de temps? Est-ce que c'est une victoire qu'on peut atteindre à court terme, à long terme? Est-ce que c'est sur celle-là qu'il faut aller d'abord ou pas d'abord? Voilà, ça, c'est des questions stratégiques. Mais pour moi, dès lors qu'on en parle, on vient bousculer des choses sur lesquelles, jusqu'à présent, il y a un omerta. On ne veut pas savoir, on ne raconte pas les détails, on n'explique pas. Et donc là, forcément, de par les actions de nombreuses associations, dont la nôtre, forcément, il y a une prise de conscience qui se fait sentir, quoi. Oui, et j'imagine que c'est la même chose peut-être à la ménagerie de Paris, au Jardin des Plantes, qui est une sorte de zoo en fait, qui est en plein Paris. Peut-être que le public aussi est de plus en plus touché. Vous avez fait des actions aussi là-bas? Oui, alors à la ménagerie, en effet, on fait des actions devant le Jardin des Plantes depuis 2019. Oui, les gens se rendent compte que ce n'est pas normal d'avoir des orang-outans derrière des vitres, etc. Après, la difficulté qu'on fait face, clairement, c'est que face à ça, en fait, il y a le poids des lobbies. C'est-à-dire que la ménagerie, en fait, elle est visitée par énormément de scolaires qui y vont par classe entière, etc. Et donc, qui a ses lettres de noblesse à travers le Muséum d'histoire naturelle, qui est un institut de recherche très connu, etc. Donc, évidemment, on fait face à des obstacles, si je puis dire. Oui. C'est qu'on se rend compte que les élus, en fait, plus on va dans l'échelon national, plus on voit que les élus ne sont pas le reflet des attentes de la population. Et donc, on doit faire face, en fait, au fait qu'ils soient très proches, avec des habitudes, avec les lobbies, en fait. Et que, typiquement, sur les zoos, oui. Déjà, il y a très peu d'associations qui s'attaquent à la captivité animale. Oui. Et puis, les zoos sont extrêmement puissants. Je rappelle qu'au tout début du premier mandat d'Emmanuel Macron, il a choisi de baisser la TVA des zoos, qui est aujourd'hui à 5,5, donc produit de première nécessité, comme quand on achète une baguette, pour les zoos. Donc c'est une perte à gagner énorme pour l'État, c'est plusieurs, je crois, dizaines de millions d'euros par an, et ça, c'était une grande demande des zoos. Donc évidemment, nous, on doit faire face à ça, et qu'eux, ils sont déjà très proches du pouvoir national. Local, c'est plus différent. C'est-à-dire qu'au niveau local, que ce soit les mairies, conseils régionaux, etc., il y a un peu moins de proximité. Des zoos par rapport aux autorités locales. Voilà. Et donc là, on peut plus agir. J'ai le sentiment que Et c'est important de voir aussi que le local, et c'est un peu notre pari, a un impact sur le national. C'est ça. Ça a été le cas sur les cirques. On a eu 400 villes qui sont positionnées. Évidemment que ça a eu un poids sur cette loi qui a été adoptée en 2021. Et c'est ce qu'on essaye un peu de faire avec la pêche au vif, en déclenchant un peu des prises de position locales. C'est ça. Ouais. Et alors, les scolaires vont dans les zoos. Il y a une justification à ça? Alors, souvent... Alors, je ne sais pas si les places sont gratuites, si les envois ou quoi, mais c'est toujours sous l'argument que c'est pour la conservation des espèces. Il y a aussi cette idée qui est très tenace, qui dit qu'en fait, il faut avoir vu de près des primates, des éléphants, des girafes, etc. Donc, nous, on essaie d'expliquer qu'on n'a pas raté notre vie si on n'a jamais vu un éléphant en vrai, et qu'on peut aller voir ici les animaux sauvages en France, dans la forêt, pas très loin. Et qu'en fait, on voit qu'on a l'industrie de la captivité animale a créé ce besoin qui est la fascination des animaux exotiques et qu'il faut les voir de près. Et ça, c'est un besoin qui a été créé. Et ça, c'est très, très tenace. C'est-à-dire que là, ils ont gagné, évidemment, culturellement, en injectant cette idée partout, quoi. Et donc, on nous dit régulièrement, mais s'il y a des enfants qui n'ont pas les moyens d'aller en Afrique, comment ils vont faire? Il faut qu'ils aient vu un éléphant, il faut qu'ils aient vu... Et donc, la solution, c'est le zoo. La solution toute prête. Mais d'où vient cette idée d'avoir... Le problème, c'est qu'on fait face à des siècles. C'est hérité aussi du colonialisme, d'emprisonner les animaux, de les ramener des colonies, de les montrer de près, de cette fascination, etc. Et alors que les animaux sauvages en France, ça n'intéresse personne. Donc et qu'en France aussi, parce que si on parle de la question de la disparition des espèces, ils sont aussi menacés en France. Bien sûr. Et que là, ça n'intéresse pas grand monde, quoi. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à déclencher. Et qu'aujourd'hui, force est de constater que aussi bien sur la mairie de Paris, à qui on a demandé de prendre position sur la ménagerie, même si ce n'est pas sa compétence, ils ont refusé, ils ont servi le discours de la ménagerie au Conseil de Paris, qu'on a eu rendez-vous au ministère de l'écologie et de la recherche, pareil, on nous ressort le discours. Donc là, évidemment, il y a une grosse bataille à mener parce que, pour le moment, le discours des zoos en France est clairement dominant. Oui.
Alors je rebondis sur l'idée que les animaux exotiques, entre guillemets, donc c'est-à-dire tout ce qui est pas France métropolitaine en fait. C'est ça, en fait, tout à fait. Ce serait une sorte de reste de l'héritage du colonialisme, etc. D'ailleurs, l'exposition coloniale de 1931, donc c'était à Vincennes, enfin à Porte Dorée à Paris, il y a toujours des animaux qui sont enfermés là-bas. Aux zoos de Vincennes ou à la Porte Dorée, à l'aquarium ? Voilà, exactement, à l'aquarium, avec notamment des espèces exotiques, crocodiles, etc. Donc, alors c'est intéressant, c'est un peu touchy comme sujet par rapport au colonialisme, mais je crois que c'est intéressant quand même d'en parler un petit peu, si vous voulez, parce que il y a quand même ce truc de domination quand même qui est clairement, il me semble, le problème dominant justement du spécisme. Voilà. Nous, en tant qu'humains, notamment blancs, on se sent autorisés à exploiter des animaux non humains et des humains aussi. Et et ça a été pendant très très longtemps de mise. Alors maintenant, c'est évident que c'est tabou, en tout cas, d'utiliser des humains, même si ça existe en vrai encore. Mais par contre, utiliser des animaux, c'est toujours sans problème d'actualité. En plus, je veux dire, symboliquement, il y a toujours cet aquarium qui est là et qui a été mis en place justement en même temps que le zoo humain qui avait eu lieu en 1931, quoi. Oui, clairement, il y a des liens très forts et que pour le moment, on ne s'est pas questionné sérieusement sur cette question-là, et y compris parmi les personnes de la recherche qui questionnent ça. Parce que je rappelle quand même que l'ancien directeur de la Porte Dorée, donc de l'aquarium, est l'actuel ministre de l'Éducation. Pape Ndiaye, à qui on avait écrit et qui spécialise d'ailleurs sur la colonisation, etc. Et on lui avait écrit pour lui demander un rendez-vous pour discuter des conditions, etc. Et on n'a jamais eu de réponse, malgré relance, etc. Voilà. Donc évidemment que là, on voit bien qu'il y a une réflexion qui n'est pas finie et qui n'est pas allée jusqu'au bout et qu'on a oublié les animaux non humains. Nous, on veut vraiment mettre en avant le fait que la privation de liberté, c'est vraiment la domination absolue, puisqu'en fait, ils ne sont pas tués, mais en fait, on contrôle tout de leur vie. Oui. Les conditions, ce qu'ils mangent, avec qui ils vivent, et que c'est extrêmement violent, quoi. Bien sûr, et puis ça reste un stress énorme d'avoir des humains qui viennent vous voir. Tout à fait, en permanence. Ouais. Une espèce qu'on ne connaît pas, qui viennent regarder ce qu'on fait. Oui, tout à fait, c'est de l'exhibition. C'est ça, c'est de l'exhibition, c'est vraiment... terrible pour eux à vivre, j'imagine, oppressant, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et je souligne le fait que pour nous, c'est la même chose que les cirques ou les spectacles avec animaux, c'est-à-dire que c'est une différence de degré mais pas de nature, puisque dans les cirques ou les spectacles s'ajoute le dressage. Et que la base, c'est la captivité, c'est la privation de liberté. Et que d'ailleurs, il n'y a pas de dressage sans captivité. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment la captivité animale qu'on veut remettre en question. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que tout cet argument lié à la conservation des espèces, aujourd'hui, on fait subir aux animaux la double peine, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, on va les chasser, on détruit leur habitat en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Et de l'autre côté, ici en Europe, où on va dire, nous, on a trouvé la solution, on va les emprisonner. C'est génial. En fait, c'est une super vie. Donc, ça montre que c'est la double peine et qu'on a à la fois le problème et la solution. Ouais. C'est hallucinant quand on y réfléchit. Et que je rappelle que si on veut sérieusement s'attaquer aux causes de la disparition des espèces, il faut mettre les moyens sur la lutte contre le braconnage et sur la destruction des habitats, c'est-à-dire que ça passe aussi par l'alimentation, puisqu'on le sait qu'on déforeste pour planter, pour nourrir après les animaux d'élevage. Donc et ces réflexions-là, on voit qu'on ne veut pas les avoir en fait. Bien sûr. On préfère les emprisonner ici et maintenant, alors que bientôt ils n'auront plus d'habitants, c'est même pas ce qu'on va en faire. Les cas de réintroduction sont rarissimes, hein. Je souligne, il y en a d'ailleurs qui meurent en réintroduction parce qu'ils ne savent pas comment se nourrir, ils sont perdus, etc. Donc c'est un système qui est absurde, mais la difficulté, c'est que sous couvert d'un argument scientifique, qui aujourd'hui est plutôt reçu par l'opinion publique en France,
Après, il reste quand même des failles sur lesquelles il faut appuyer, puisqu'il y a des gens qui voient bien quand il y a un orang-outan derrière des vitres, quand même, il y a un problème et qu'ils ont une empathie et que c'est profondément déchirant de voir. On peut parler de Nénette, qui a été arraché donc, à Bornéo en 1972, si j'ai bonne mémoire, qui a vécu 3 ans en liberté, et donc qui a été arraché de sa forêt, de sa famille, etc., pour être placé donc derrière des vitres à la ménagerie. Et qui, d'un côté, a connu sa forêt et qui, là, actuellement, est dans une pièce très petite avec des cordes pour seul divertissement, quoi. Oui, c'est ça. Et puis alors en pleine dépression, quoi, il faut le dire. Tout à fait. Et donc, c'est infiniment triste. Et alors, est-ce que, admettons qu'un jour, il n'y ait plus de zoo. En tout cas, ne serait-ce que l'engagement qui a été pris pour que les cirques ne soient plus autorisés à utiliser des animaux sauvages d'ici quelques temps. Que deviennent ces animaux sauvages dans l'idée? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues déjà? Alors, nous, évidemment, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un calendrier qui soit établi et qu'il soit placé dans des refuges ou des sanctuaires. L'idée, en fait, c'est de dire que là, on a une génération d'animaux qui... par nos pratiques, par notre volonté, qui souffrent et qu'ils aient une fin de vie la plus paisible possible. Donc à la fois en termes d'habitat, donc je donne un exemple, mais s'il y a des éléphants qui aient accès évidemment à des plans d'eau, ou les hippopotames, etc. Oui. Des primates qui aient accès à des arbres, enfin, des choses comme ça. Après, moi ce que je dis, c'est que là on est un peu sur une génération de sacrifiés et que l'idée, nous on se bat pour que ce soit la dernière génération qui soit asservie, qui soit derrière les barreaux. Donc là, sur la loi de 2021 relative au cirque, il est prévu donc qu'ils soient placés dans des refuges, mais je rappelle qu'ils sont sous la propriété aujourd'hui des cirques. Donc les cirques peuvent, s'ils le veulent, les garder, rester propriétaires sur un terrain fixe. Donc ça, pour nous, c'est une faille énorme, évidemment. Et le gouvernement donc, a prévu des aides pour les refuges, des aides qui sont ridicules. Ah oui. Plus que, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est autour de 4-5 millions d'euros, alors que les aides accordées pour les circassiens donc, sont de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc il y a une différence scandaleuse entre les deux. Et donc évidemment qu'il va falloir des moyens. Si on veut amorcer une transition pour sortir, ce qu'on appelle pour nous sortir de l'ère de la captivité animale, il faut des moyens, mais que la première mesure qui doit s'appliquer immédiatement, c'est la fin de la reproduction de nouvelles acquisitions, puisqu'il faut vraiment limiter le nombre de naissances. Et le scandale de la loi cirque, c'est que l'interdiction de la reproduction et de nouvelles acquisitions intervient 2 ans après la promulgation. Donc pendant 2 ans, et actuellement, actuellement, c'est jusqu'à la fin de l'année, les circassiens peuvent continuer à organiser des reproductions. Alors même qu'en 2028, ils doivent arrêter d'en avoir. Donc, oui, c'est complètement contradictoire. Et surtout qu'après, ça va finir potentiellement dans les refuges qui, eux, vont devoir payer. Et oui, parce qu'il n'y aura plus d'aide de l'État. Et alors, des animaux qui appartiennent aux circassiens et qui peuvent être placés sur un terrain un peu lambda, fixe, voilà, tant qu'il est fixe, il n'y a aucune contrainte pour que ce soit un minimum adapté à leurs besoins? Alors, ça, c'est justement des choses qui sont en discussion et en réflexion avec le ministère de l'écologie. Mais la théorie, c'est qu'ils devraient être sous les standards des zoos, ce qui nous convient moyennement. Ce qui n'est pas super. Non, ce qui nous convient moyennement, surtout qu'en fait, ce qu'ils vont dire, c'est qu'il faut qu'ils participent à la conservation. Oui. Et donc, on pense qu'ils vont nous mettre 4 panneaux en marquant le statut de conservation et que ça suffira, quoi. Ouais. Je redis que là, on est dans une transition et que donc, ce n'est pas parfait. Mais l'idée, c'est d'y mettre un terme. Et surtout, en parallèle de la loi, ce qui va évidemment favoriser l'application, ça va être évidemment encore et encore la bataille culturelle, c'est-à-dire d'avoir le minimum de fréquentation. Puisque ça précipitera en fait aussi la fin. Donc il y a ça, il y a en parallèle, je salue le travail de tous les maires qui mettent des bâtons dans les roues au cirque avec animaux et qui ne veulent pas les accueillir. Notamment le maire de Nice qui s'est dressé face au cirque Muller avec une attitude de menace, etc. Et qui a réussi à faire face. Et c'est très rare parce qu'en général, les élus locaux sont intimidés, ils sont complètement abandonnés par le gouvernement et par les préfectures. Donc voilà, donc en tout cas, il va y avoir des leviers. Il y a la loi qui est fondamentale et pour nous, c'est l'objectif ultime. Mais une fois qu'il y a la loi, ce n'est pas fini. Il reste encore la faire appliquer, la bataille culturelle, avoir l'aide des élus, etc. Et suivre. Bien sûr, suivre et effectivement changer les mentalités et se dire qu'effectivement, c'est pas grave si on n'a pas vu en vrai un animal sauvage dans sa vie, un animal sauvage.
exotique, parce qu'effectivement, il y a plein d'animaux sauvages, et y compris en ville. Enfin, je veux dire. C'est ça. Et c'est qu'on essaye de. En fait, ça rejoint aussi la campagne liminaire, parce qu'on essaye d'expliquer qu'on peut observer en ville les animaux liminaires, mais ça intéresse personne, quoi. Alors qu'en fait, on les connaît mal, on ne sait pas, par exemple, les périodes de reproduction. Donc, il y a une carte à jouer aussi, et on demande aux mairies de parler plus de ces animaux-là. Mais ça commence. Là, par exemple, dernièrement, il y a la mairie de Paris qui a fait une conférence à l'hôtel de ville là-dessus. Voilà, il y a des petits signaux comme ça qui font qu'on voit qu'il y a un changement, mais qui est évidemment trop lent. Ouais. Et alors, ce qu'on pourrait, mais ce que je ne vais pas faire, ce qu'on pourrait dire, c'est, après tout, y a des films, il y a des documentaires où on peut observer les animaux sauvages comme si on y était, etc. Sauf que y a un gros problème avec les productions audiovisuelles qui utilisent des animaux. C'est-à-dire que globalement, ils sont très, très, très souvent maltraités ou au moins très stressés. Alors, il y a effectivement d'un côté, on va dire, le documentaire, entre gros guillemets, parce qu'il y a très peu de documentaires qui sont réellement des documentaires. Souvent, les animaux sont justement capturés, relâchés, avec le lion et la gazelle. Forcément, le lion, il va se courir après la gazelle, alors qu'en fait, ils n'étaient pas du tout là pour se rencontrer à la base. Je parle du lion et de la gazelle, mais ça peut être le renard avec le lièvre. Enfin, voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle du documentaire, alors que c'est pas du tout quelqu'un qui se pose et qui observe, pas du tout. Et d'un autre côté, il y a la fiction, c'est-à-dire plus du cinéma ou même du téléfilm, etc., où là, il y a des dresseurs d'animaux sauvages, ou pas sauvages, mais enfin, beaucoup, il y a des animaux sauvages. Alors, dernièrement, justement, il y a eu un gros scandale par rapport à ce dresseur d'animaux sauvages que vous allez peut-être nous raconter, parce que vous avez porté plainte contre les énormes maltraitances qu'il y a eu et qui ont été filmées. Ouais. Oui, donc on a porté plainte contre Pierre Cadéac, qui est un dresseur pour le cinéma et la pub très connu, dresseur d'animaux, et sa société donc Fauna et Film. Donc en fait, une personne a lancé l'alerte auprès de nous en filmant donc Pierre Cadéac donner un coup de poing violent sur une aigle qui s'appelle Circé. Donc nous l'avons diffusé sans trop réaliser ce qui allait se passer. Et en fait, on a reçu des dizaines de mails, de témoignages de personnes qui ont travaillé avec Pierre Cadéac dans différentes situations. Et donc, pendant presque un mois, on a eu au téléphone donc, ces personnes qui nous appelaient littéralement en pleurant, des personnes qui ont été traumatisées par le comportement de Pierre Cadéac, donc avec les animaux, il y a aussi avec les humains. Et donc, c'est une personne qui est très, très violente. Et donc, nous avons demandé évidemment la saisie des animaux très rapidement parce qu'il a beaucoup d'animaux. Actuellement, l'enquête est en cours. Et donc, ces témoignages qui ont été produits devant la justice, avec toutes les pièces qui démontrent que ces personnes ont été en contact avec Pierre Cadéac, font état d'une personne qui utilise donc la violence, donc les coups sur les animaux pour arriver à ses fins, mais également la privation de nourriture de façon systématique pour qui réalise donc les scènes des films ou de la pub. Et puis, certains entraînent la mort des animaux. Puis ensuite, quand des animaux ne sont pas utiles après un tournage, ils sont tués. Donc, ça a été le cas des poules de la pub là, du French Cancan pour, je crois, c'est le Gaulois. Ouais. Voilà, qui a été donné donc au loup. D'accord, vivante. Vivante. Et plusieurs dizaines, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, donc on a eu beaucoup de témoignages. Je précise aussi qu'on a eu des témoignages de personnes connues qui n'ont pas voulu se joindre à la plainte. D'accord. Je leur relance aujourd'hui un appel de se joindre à cette plainte parce qu'il y a des personnes anonymes qui ont été traumatisées, qui ont déposé plainte. Donc, on aimerait bien que les personnes connues aussi déposent plainte et que ça pourra que accélérer que les animaux... Nous, on veut que cette personne, Pierre Cadéac, n'ait plus d'animaux en sa possession parce que c'est quelqu'un qui est violent, qui est dangereux et qui ne sait pas s'occuper d'animaux. Que les animaux meurent là-bas. Donc, voilà, donc ça, c'est en cours. Je voudrais dire que donc, à chaque fois qu'il y a une utilisation d'animaux, dans la publicité, les clips musicaux, le cinéma, les shootings photos, ce sont des animaux qui souvent souffrent. Et donc, nous, on demande l'interdiction des animaux sauvages dans la création artistique. Et juste sur la différence avec les documentaires, alors en effet, il y a beaucoup de documentaires où il y a des animaux qui ont été utilisés, mais il y en a aussi qui l'ont fait avec des animaux, en liberté. Je pense à la Panthère des Neiges, de Amiguet et Munier, qui ont eu d'ailleurs un prix et qui a eu d'ailleurs un très beau discours en disant qu'il fallait qu'on fasse de la place aux animaux, qui est vraiment aussi notre idée. Et il y a aussi le film de Jean-Michel Bertrand, La Vallée des loups, qui a aussi été fait. Alors il y a eu 2 films sur les loups sauvages.
et qu'il a vraiment filmé de façon... D'ailleurs, ça se voit très bien dans le film, il galère à les trouver, en fait. Parce que c'est ça le truc. C'est ça, évidemment. C'est qu'en fait, c'est de l'attente. Le documentaire, le vrai documentaire, c'est une patience terrible. Et puis arriver... Et en plus, je trouve que ce qui est assez fort, c'est que voilà, dans ces documentaires-là, où on arrive à se faire accepter, en fait, des animaux sauvages. C'est-à-dire qu'on n'est pas... on se fait discret, on se fait accepter, on n'est pas intrusif. C'est ça. Et c'est là où ça marche, et c'est là où c'est beau. Enfin, je veux dire, après, évidemment, juste gagner de l'argent. Enfin, c'est que des problèmes économiques. Après, il faut absolument qu'il y ait cette scène-là avec la chasse, la prédation. Enfin, je veux dire, des choses dont on se fiche un petit peu en vrai. Oui, et puis il y a des demandes qui sont abracadabrantesques, quoi. Des loups qui doivent être peints, les poules qui doivent danser. Enfin, voilà, et on a des animaux qui meurent sur les tournages, mais aussi en amont. Voilà, donc là, dernièrement, on a été reçus par le directeur général de Canal+ Cinéma, qui vont amorcer une grosse réflexion là-dessus. Et donc, on espère, parce que c'est quand même un acteur majeur du cinéma en France, que les choses vont bouger, notamment à travers cette entreprise-là. Et pour ce dresseur, c'est les comédiens qui sont commis. Je ne vais pas demander leur nom. Oui, comédiens et réalisateurs. D'accord, donc vraiment, d'accord. Ouais. Et alors... par rapport à justement à ce que Canal+ s'est engagé à faire, à mener comme réflexion, est-ce que ce serait peut-être une charte ou quelque chose comme ça, comme par exemple ça existe aux États-Unis avec Humane, je crois, je sais pas comment ça se prononce, je suis très mauvaise, mais ça existe aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on peut faire appel à une association pour vérifier que tout est bien, on va dire, le plus possible dans l'intérêt des animaux, même s'ils restent exploités. Enfin, je veux dire, faut pas se leurrer. Alors, nous, on est totalement opposés à ce type de charte. D'accord. Donc, en effet, ça existe aux États-Unis. Et pourtant, il y a un film qui a été labellisé, j'ai plus le nom en tête, et où on a montré qu'il y avait eu de la maltraitance sur le tournage. C'est ça, d'accord. Il y a aussi que c'est très limité, parce qu'en fait, ça concerne que le tournage, alors qu'on estime qu'en amont, il y a beaucoup de choses qui se jouent, donc le dressage, la préparation de nourriture, etc., les coûts, etc. Et que surtout, j'insiste qu'il y a des alternatives. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les alternatives technologiques, il y a des bases de données d'images 3D, il y a plein d'effets spéciaux, etc. Donc, on sait faire autrement. Et donc, c'est pour ça que nous, on demande vraiment l'interdiction des animaux sauvages dans tout ce qui est création artistique. Donc là, sur Canal+, c'est en discussion. Donc, nous, on a fait des propositions. On va voir s'ils peuvent les intégrer. Après, ils ont un levier énorme, puisqu'ils produisent, ils achètent. Et donc, on estime qu'ils peuvent poser leurs conditions. Ouais, effectivement, on voit de plus en plus de films où il y a des animaux en 3D. Tout à fait. Ça devient vraiment de plus en plus crédible, quoi. C'est ça, c'est ça. Et ça aussi, ce qu'on demande, c'est qu'on ait l'information. C'est-à-dire que souvent, on ne sait pas. On va voir un film, on ne sait pas si c'est des vrais ou des faux animaux. Et donc, on aimerait que ça soit aussi obligatoire, que ce soit écrit dans le générique. Ouais. Pour informer, pour savoir si on veut y aller ou pas, quoi. Ouais, tout à fait. C'est une bonne initiative, et je suis assez d'accord. Enfin, je veux dire, clairement. Mais même des animaux pas sauvages, enfin, même un chat, un chien, c'est très dur pour eux, c'est beaucoup de stress, un tournage. En fait, de toute façon. Bon, après, c'est sûr qu'on a moins de levier là-dessus, mais déjà, si les animaux sauvages étaient interdits sur les tournages, ce serait énorme. Ah bah oui, ce serait une grosse avancée. Ouais. Amandine, d'où vient toute cette énergie? Non, comment vous arrivez à... Non, mais c'est vrai, c'est une vraie question. Comment vous arrivez à... Parce que vous êtes vraiment, là, on l'a vu au cours de ce podcast, vous êtes vraiment sur tous les fronts depuis des années. Bon, là, il n'y a plus la pâtisserie parce que j'imagine que c'est beaucoup trop de travail sinon. Oui, comment est-ce que vous arrivez à tenir le coup? Parce que j'imagine qu'il y a aussi des hauts et des bas. Voilà, donc c'est difficile à dire. C'est difficile. Je ne sais pas, mais oui, il y a des hauts et des bas. Après, il y a des moments compliqués, notamment quand j'avais été menacée de mort là, sur la question des cirques. Et donc là, c'était vraiment assez difficile. Mais bon, donc Franck Muller a été condamné par la justice. Donc voilà, donc il y a des moments difficiles, mais ensuite, l'idée, c'est de ne pas perdre l'objectif de vue et surtout d'être convaincu que ce qu'on fait, c'est juste et qu'on a des avancées. C'est aussi que quand même, on arrive à avoir des victoires qui peuvent paraître
voilà, peut-être mineures, mais en tous les cas, c'est des avancées qui sont concrètes et ça participe voilà, au recul de l'exploitation animale. Donc, le fait de se dire aussi que ce qu'on fait, ça fonctionne, la stratégie, etc., ça donne beaucoup d'espoir. Ouais, bien sûr. Après, il y a peut-être eu un déclic, tout simplement, dans votre vie qui a fait que voilà, ça a été ça finalement le chemin, bon, sans être mystique du tout, mais je veux dire, il y a quand même eu des choix, j'imagine, à faire. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que vous avez envie d'en parler ou pas forcément? Moi, j'ai pris conscience en fait sur ce que notre société faisait subir aux animaux assez jeunes, puisque je suis devenue végétarienne à l'âge de 12 ans. Puis après, très jeune, effectivement. Ouais. Et puis après, je suis devenue végane à l'âge de 16 ans. Et puis, j'ai commencé par militer dans le milieu anticorrida puisque je suis du Sud-Ouest. Mais voilà, ça m'a semblé être une évidence. Et surtout, pour moi, c'est clairement une bataille parmi d'autres pour avoir un monde plus juste. Et qu'on ne peut pas parler de justice. Je veux dire, ce qu'on fait subir aux animaux, c'est une profonde injustice. Et que donc, voilà, ça fait partie pour moi de ces grandes batailles pour faire reculer l'injustice comme on le peut sur cette planète. Et donc voilà. Mais je ne me pose pas beaucoup de questions quand je le fais. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Et puis voilà, et puis dès qu'on lance une campagne, ça paraît comme une évidence et de mettre tout ce qu'on peut pour arriver à atteindre un objectif. Puis vous n'êtes pas seul, vous êtes... Oui, donc là actuellement maintenant on est 2 salariés au sein de Paz et puis après il y a aussi beaucoup de bénévoles et on est en train de bien se développer. Donc voilà, je remercie aussi toutes les personnes qui adhèrent à l'association et qui ont confiance dans notre stratégie parce que je pense qu'en fait le secret d'arriver à des victoires, c'est juste de rien lâcher. Ça se résume à ne rien lâcher. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc de l'énergie. C'est ça. C'est ça. Et puis confiance et puis savoir pourquoi on le fait, l'optimisme. Y croire. C'est-à-dire que nous, quand on lance des campagnes, même si certains peuvent dire qu'on est naïf, mais nous, on sait qu'on va y arriver. Voilà. La question, c'est quand, mais on sait qu'on va y arriver. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous avez quelque chose peut-être à dire aux auditeurs, aux auditrices qui découvrent un petit peu avec ce podcast ou avec d'autres la cause animale, voilà, le véganisme aussi, l'antispécisme, voilà, les gens qui sont un petit peu néophytes. Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire déjà de les remercier d'écouter le podcast et de s'intéresser. Je pense que c'est déjà une première étape. Et ensuite, de ne pas hésiter à fouiller un peu sur Internet. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, on a la chance d'avoir énormément de ressources. Et puis aussi d'aller à la rencontre des militants, de discuter, de poser des questions. Et surtout, moi, j'encourage tout le monde à être optimiste, en fait, parce que je pense que c'est ça qui nous fera arriver, en fait, et à gagner de nombreuses batailles pour les animaux. Donc, à croire en ce que nous faisons et surtout à être fiers, parce qu'au final, on fait reculer la souffrance animale et je pense qu'il faut qu'on le garde en tête. Oui, aller à la rencontre des gens, c'est bien aussi. On ne mord pas. Oui, c'est ça. On est gentil. C'est ça. Et aussi pour les personnes qui veulent découvrir l'alimentation végétale et qui veulent plus manger d'animaux, d'essayer de goûter, de ne pas s'arrêter. Une mauvaise expérience sur un tofu nature. Voilà, d'essayer plein de produits, d'aller dans les restos véganes et voilà. On déconseille le tofu nature en premier lieu. C'est ça. On peut aimer ça, mais pas tout de suite. C'est ça. Alors justement, en parlant d'alimentation, une petite question qu'on a l'habitude de poser à nos invités. Est-ce que par hasard, vous auriez une petite recette à donner, là, comme ça, aux gens qui voudraient essayer de se mettre à l'alimentation végétale, si vraiment aucune recette ne vous vient en tête, si vous avez un lieu... En sucré ou salé? Ce que vous voulez. On pourrait peut-être parler d'une tarte salée assez simple. Oui. Voilà. Super. Alors je sais pas si soit acheter une pâte prête, feuilletée ou brisée végétale, ou soit la faire soi-même avec de la farine, de l'huile et de l'eau. Bon, ça c'est assez simple. Et ensuite, ce que je préconise, moi, c'est donc d'utiliser du tofu fumé, donc revenu à la poêle avec des oignons et poireaux, par exemple. Et donc ensuite, d'utiliser par exemple du tofu soyeux ou de la crème soja, fouetter un peu de levure de bière, et de mettre ça et de le faire cuire au four. Et en fait, c'est assez proche et le goût est assez marqué et c'est simple.
La c'est levure de bière étant, se rapproche du goût du fromage en fait. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Magnifique, voilà. Super Simple, recette. hein. On la mettra sur le site. Merci beaucoup Amandine d'avoir accepté notre invitation, puis de nous avoir parlé de tous ces sujets passionnants. On va vous suivre et merci énormément. À bientôt. À bientôt, merci. Voilà, chers auditeuristes, c'était ma rencontre avec Amandine Sanvicens. Son énergie et sa détermination à ne rien lâcher nous montrent qu'il est possible d'obtenir des résultats et de gagner certains combats pour une coexistence intelligente et apaisée avec les animaux liminaires, et pour faire cesser l'exploitation de certaines espèces pour nos loisirs. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? J'attends vos retours, vos avis, vos réflexions qui ont pu surgir à l'écoute de cet épisode. Vous trouverez comme toujours dans la description toutes les références pour vous aider à creuser les nombreux sujets abordés. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux, à mettre des étoiles dans Apple Podcasts ou Spotify, ou des pouces sur YouTube, et surtout à laisser des avis et des commentaires. Vous pouvez aussi m'envoyer vos retours par message privé via Instagram ou Facebook. Un grand merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait, ça m'aide beaucoup. À très vite!